Donc voilà, nous voilà au terme de ces ateliers, extrêmement denses et intéressants, dont on va essayer de faire une synthèse en relation aussi avec ce qui a pu être dit hier et avec le projet de l'Observatoire, puisqu'on va prendre la méthode que nous a indiquée Florence en signalant pourquoi elle avait choisi ces thèmes des ateliers. Et donc, quelques minutes avant, pour donner, j'en ai suivi un peu de 3. Après, je prends quelques minutes d'introduction et après, en fait, on va faire des synthèses par atelier. Donc, l'atelier public et médiation, je vais appeler comme ça, nouvelles pratiques et nouveaux publics, puisque public et médiation, l'atelier 4, rapporteur Jean Davalon et modérateur Anne-André Mainvielle. Ensuite, ce sera l'atelier 3, la formation et l'emploi, avec rapporteur Eric Hellman et modérateur Eva Maciek. Ensuite, l'atelier indicateur, donc voilà, avec données indicateurs impact, rapporteur Dominique Jutras, puisque c'était Jacqueline Edelman qui le modérait et elle a dû partir. Et on terminera avec l'atelier décentralisation et politique des territoires, avec donc Claude Patria, rapporteur, Richard Dupuis, modérateur. On a choisi cet ordre qui ne correspond pas tout à fait, mais parce qu'en fait, il y a un élargissement aussi des questions, depuis le public jusqu'au territoire. Enfin, il y a un emboîtement. Il faut bien qu'on choisisse dans cet écheveau aussi de logique qui caractérise ces médiations qui constituent à la fois les pratiques d'observatoire et puis la culture scientifique et technique des ordres et des trajectoires. Juste quelques secondes, quelques minutes, 2-3 minutes, là, pour dire en fait ce que je ne peux pas résister, ce que je ressens, ce fourmillement aussi au cours de ces 2 journées là qui s'achèvent, où donc je crois qu'on a tous éprouvé le fait que effectivement on était en train de participer à quelque chose qui était de l'ordre quand même d'un espace d'écoute et de dialogue où on converse sur les multiples enjeux et niveaux à la fois des observations et puis de l'observation et de la culture scientifique technique, de la vie de la culture scientifique et technique aujourd'hui. Donc, je trouvais très intéressant le fait que hier, lors de la table ronde observatoire, tout parte de contextes très larges, où au fond, c'est ça qui nous réunit, je pense, plus que des choses très, très, très précises ou des pratiques très précises. C'est les constats très partagés qu'il y a un contexte qui change et que c'est donc dans ce contexte qui change, et on l'a revu dans les ateliers, qu'il y a un moment un besoin en fait d'observation, un besoin de visibilité, construction, etc., etc. Et par contre, dans ce contexte qui change et qui donne du coup l'envie ou l'impulsion pour les pratiques d'observatoire, quelles qu'elles soient, eh bien, la mise en place de ces observatoires et de ces indicateurs fait partie de ce contexte général. Donc, ces pratiques d'observatoire et la mise en place des indicateurs, à la fois, c'est une réaction à un contexte qui change, et en même temps, ça fait partie de ce contexte contraint parfois, comme on l'a vu dans l'atelier indicateur, par exemple, où l'un des éléments, c'est aussi est-ce qu'on est dans ces mises en place d'indicateurs qu'on subirait avec cette demande énorme de chiffres, ou bien est-ce que aussi on participe, ces questions de co-construction des dispositifs d'observation, de mesure, d'évaluation. Un élément aussi qui me frappe là, c'est que tout le monde aussi il y a un consensus sur la complexité et du coup sur une dimension très ambivalente, qui est le besoin de grande synthèse, toujours, et les observatoires, c'est ces besoins aussi de panorama, de synthèse, etc. Et en fait, en même temps, on sait très bien, puisque justement, ça naît du sentiment de la complexité, que la complexité ne souffre pas ou ne se laisse pas réduire, ne se contient pas dans les synthèses. Surtout quand dans ces synthèses, finalement, on prend pour opérateur d'une vision homogénéisée l'autre, le grand public ou la population, dont on dit qu'elle est en proie au scepticisme, que c'est au nom d'un changement de la demande sociale ou d'une multiplication des acteurs, des rapports sciences et société, qu'on doit bouger. Or, on l'a vu avec l'atelier, je trouve, public et nouvelles pratiques, nouveaux publics. Je ne pense pas, dès qu'on rentre dans les pratiques, on sent tout de suite une détente et il n'y a pas particulièrement d'angoisse
sur ces relations avec un public qui serait supposé en fait être l'inspirateur de ces changements inquiétants à cause de son scepticisme, de sa suspicion, de sa crise de confiance. Au contraire, on a l'impression avec ces ateliers, notamment nouvelles pratiques, nouveaux publics, que c'est plutôt une exploration très confiante et très approfondie des relations qui peuvent être établies avec toutes sortes de publics, une appropriation aussi de ce que les sciences sociales ont pu établir en termes de typologie, catégorie, aussi une indétermination, enfin, je vais vous laisser le dire, hein, mais entre aussi, on peut en tant que... On peut aussi être intéressé, on peut être public des actions de médiation en tant soi-même que professionnel impliqué dans la culture scientifique, technique, etc. Donc il y a ces éléments, et puis du coup, les tensions qu'on a, de 2 minutes, sur ces tensions, c'est finalement, je trouve qu'il y a des gros enjeux, et il y a Sophie Tocro qui a parlé de ça, c'est autour de la question comment partager. Pour partager, il faut beaucoup discuter. Quand on discute, on nomme les enjeux autour de la désignation des langages communs. Est-ce qu'il faut un langage commun? Dès qu'on parle de nécessité d'un langage commun, quelque part, il y a un pouvoir qui se crée, ce qui est celui de proposer, co-construire. C'est toujours un peu à coup de pédagogie ou de dialogue, ce qui est de l'ordre du langage commun, avec du coup les catégories par lesquelles on va penser ses pratiques, son action, etc. etc. Donc, le niveau auquel se heurtent ces échanges ou ces tensions sur les désignations des catégories par lesquelles on pense que l'on fait, je pense que c'est les grandes missions. C'est ce qu'on projette comme grande mission. On a eu hier aussi, on a retrouvé... Est-ce qu'il s'agit en fait de mesurer aussi un impact de la science en termes de participation à la croissance économique d'un pays, ou bien est-ce que c'est pour le bien-être, d'une population, etc. Donc ces enjeux nommés, désignés aussi, c'est aussi comparer quoi? Des informations, des situations, des questions. Il y a différentes choses en fait qu'on peut comparer. Déjà, on compare ici des expériences et des situations. Les informations, c'est pour plus tard, justement, avec un observatoire. Les enjeux, en tout cas, je crois que oui, on en a discuté. Et du coup, les enjeux de visibilité, eh bien, j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait différentes choses, différents besoins de visibilité qui étaient... dans l'exigence de visibilité, on a senti, hier en particulier, que, en fait, pour rentrer dans ce champ, et là, quand Michel Perron a parlé de un champ qui se donne les moyens d'être visible à travers un observatoire, est-ce qu'on se sent appartenir plutôt à ce champ ou plutôt à une corporation, une structure, un territoire, etc. À un moment, il faut lâcher une appartenance pour pouvoir intégrer une autre appartenance et rouler pour celle-ci. Hier, on a eu des représentations, des réactions qui étaient non, la culture scientifique technique, c'est pas vous, c'est plutôt moi, ou bien les médiateurs, c'est plutôt pas bien, c'est mieux quand il n'y en a pas. Où du coup, il y a ces questions où les grands besoins de reconnaissance et de visibilité, eh bien, ils se jouent à des niveaux locaux, d'acteurs, de secteurs, de territoires parfois, et peut-être que là, mais je pense que c'est plutôt bien parti, il me semble, avec ces journées, c'est que on peut accepter aussi, on peut se sentir faire plutôt partie à un moment donné d'une communauté élargie dont on ne sait pas encore exactement ce qu'elle est, mais dont on sent qu'elle partage beaucoup, et qu'à ce moment-là, on lâche des besoins de reconnaissance plutôt sectoriels. Donc il y a ça, et ces besoins de reconnaissance, c'est pour, et ça a été dit dans les ateliers, bien sûr, c'est pour de l'aide pour les indicateurs, l'observation, on sent bien que derrière, il y a de l'aide au pilotage et à la décision, mais il y a aussi, en deçà de ça, créer des représentations de ce que l'on fait qui soient alternatives aussi de celles qui peuvent être projetées par des indicateurs un peu imposés de l'extérieur. Donc là, une tension et un intérêt aussi de l'observatoire qui peut être aussi d'aider à la création de ces représentations d'activités. C'est quelqu'un qui l'a dit à propos de l'art. Donc voilà, et les enjeux, c'est aussi, ma foi, élargir le domaine de ce que l'on partage, mais il y a aussi les questions de lobbying ou quoi, et dans l'atelier emploi, ça m'a frappé quand vous avez dit que
les métiers de culture scientifique technique étaient relativement absents et finalement les personnes qui étaient là, qui ne connaissaient pas du tout ce domaine, ont pu entendre qu'il y avait des métiers dans la culture scientifique technique et donc aujourd'hui ça commence l'action de conviction en quelque sorte, enfin d'existence d'un domaine auprès de personnes qui sont venues à ces journées. Donc voilà. Donc je vais passer la parole en premier lieu donc à Jean Davalon, rapporteur de l'atelier Nouvelles pratiques, nouveaux publics, dont la modératrice était Anne Hervé-Mainviel. Bon, alors, c'est un exercice un peu particulier. Hein, ce que je vais présenter va plus ressembler à une synthèse compactée, on va dire, plutôt qu'à un véritable rapport, au sens où je ne vais pas donner un résumé, où je ne vais pas véritablement rapporter de ce qu'on dit les uns et les autres, mais plutôt essayer de faire ressortir les points les plus importants. Hein. Alors, tout d'abord, pour qu'on comprenne bien les choses, je vais rappeler ce que la modératrice avait donné comme règle du jeu, hein, parce que il était indispensable d'organiser la prise de parole et le travail. Donc, elle a rappelé que l'objectif était évidemment celui d'amener des éléments pour l'observatoire, hein, et que de ce fait-là, elle s'est appuyée sur ce qu'avait dit Florence hier, à savoir que parmi les trois niveaux qui étaient présents, entre, si vous voulez, recenser, deuxième niveau observé, troisième valorisé, insufflé, l'objectif était de partir du deuxième niveau et de travailler sur le deuxième niveau, c'est-à-dire sur observer, analyser et expérimenter. Et qu'il était question donc évidemment d'aller vers le troisième. Alors, autre précision aussi extrêmement importante, c'est que le panel évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, qui a amené, apporté ses contributions, n'était pas représentatif de la CST. D'ailleurs, ce serait bien difficile de dire ce qui pourrait être représentatif, hein. Et que c'était plutôt des approches exemplaires, et que c'est à partir de ces approches exemplaires, en quelque sorte, que le travail de l'atelier s'est développé. Alors, du coup, il s'est développé autour d'un élément qui est particulièrement révélateur des questions qui se posent aujourd'hui à la culture scientifique et technique, à savoir le web, l'introduction, si vous voulez, des sites web comme nouvel outil, en quelque sorte, je dirais nouvel outil de médiation, hein, mais disons nouvel outil en direction des publics, amenant forcément des modifications dans les pratiques. Alors, avant de passer sur le contenu, peut-être encore un dernier point concernant la présentation du cadrage général. Ce qui est apparu, ce qui nous a apparu, hein, à tous les deux, c'est qu'il y avait le retour, hein, non pas de ce que vous imaginez, mais des universités dans le discours de la culture scientifique et technique. C'est-à-dire que du coup, c'est là où évidemment c'est important, il y a une demande des universités vis-à-vis de l'observatoire qu'il faudra probablement que l'observatoire prenne en compte dans la suite du travail, hein. Alors, si on arrive, là je vais essayer d'opérer rapidement en deux temps. Un premier temps sur les idées forces, hein, ce qui est ressorti comme étant marquant, si vous voulez, dans l'atelier, et puis ensuite les questions ou les éléments venant plus directement, étant plus directement présentés pour l'observatoire, ayant trait à l'observatoire plus exactement. Alors, pour ce qui est des idées forces, ce qui nous a paru massivement marquant, c'est qu'il y avait un déplacement des contenus vers les publics, hein, et que le site web est tout à fait, l'usage, disons, des sites web est tout à fait révélateur de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on s'adresse d'abord à des publics, et ensuite on va s'adresser à des publics en leur présentant des contenus, hein. On n'est pas forcément dans une logique de dire voilà, on a des contenus, et on va vous les construire, on va vous les présenter comme ce que l'on connaît habituellement dans les expositions, hein. Et que, s'adressant au public, ce qui va devenir
central, c'est l'interaction. Hein. Ce n'est pas simplement le public en tant qu'entité, si vous voulez, venant dans la culture, mais c'est l'interaction. Hein. Et du coup, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une modification, d'une part une modification des pratiques, hein, aussi bien des publics que des institutions, et puis un changement aussi du statut des publics. Ça sera probablement la deuxième idée. Je reviendrai sur, je ne vais pas développer parce que je n'en ai pas le temps, sur la question des interactions et, si vous voulez, ce que ça amène comme modification. Hein. Mais la question du statut des publics est absolument centrale. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que si vous voulez, on n'est plus véritablement face à des publics qui seraient des publics à qui on s'adresse, avec l'idée de leur donner un contenu et un message, hein, ce que je disais tout à l'heure, mais plutôt à des publics qui apparaissent de plus en plus comme d'une part étant différenciés et d'autre part comme étant experts, c'est-à-dire possédant eux-mêmes une connaissance et pouvant même aller jusqu'à la production ou à la coproduction de savoir et de connaissances. Hein. Donc du coup, on voit bien que ça modifie évidemment les lignes de partage, puisque au fond les publics sont experts d'un côté, mais en même temps on voit bien aussi que dans certains exemples, les experts se deviennent des publics. Hein. Par exemple, on va s'adresser aussi aux chercheurs comme étant des publics. Les chercheurs sont une forme de public comme d'autres. Hein. Alors, peut-être aussi le troisième point important, c'est, je crois que ça a été largement discuté, c'était l'idée qu'au fond, il fallait penser les outils qui étaient mis à disposition comme outils de médiation, plus en termes de complémentarité qu'en termes d'opposition. C'est-à-dire qu'il s'agit pas, si vous voulez, de mettre d'un côté ce qui serait le virtuel, de l'autre côté le présentiel ou le relationnel, ou de mettre en opposition des formes d'édition avec des formes d'exposition ou des formes de site web, mais plutôt raisonner en termes de complémentarité de tous ces outils. Ce qui fait qu'il y a une redéfinition, en quelque sorte, pourrait-on dire, de la médiation, hein, qui n'est plus pensée comme donner la possibilité d'accéder à des savoirs déjà constitués, mais comme, on va dire, plutôt étant la construction d'un domaine dans lequel on organise de l'interaction. Hein. Parce que ça, c'est peut-être une des conséquences, si vous voulez, de ce changement, c'est que ce qui devient essentiel, c'est au fond l'organisation des paroles. C'est-à-dire que d'abord, il y a une diversité de paroles, comme ça on comprend très bien compte tenu de ce que l'on vient de dire, mais on voit très bien aussi que la question qui se pose, c'est celle de l'organisation des paroles, c'est-à-dire non seulement qui parle, mais qui organise le discours des uns et des autres, hein, et qui distribue en quelque sorte la parole, qui donne un statut aux paroles, c'est-à-dire aux discours qui sont donnés, qui les légitime, qui leur donne quel statut, si vous voulez, d'auteur est donné aux uns et aux autres, et que de ce point de vue-là, une des fonctions importante devient la fonction en quelque sorte de gestionnaire. Enfin, non, je n'aime pas trop ce terme. On va dire, c'est moi qui l'ajoute en plus. Hein, c'est pas ce qui a été dit, donc je le retire. Mais plutôt d'organisateur. Hein, c'est plus neutre, justement, de la distribution des différentes paroles. Hein. Alors, une des questions qui a été fortement posée à partir de là. Une des conséquences, hein, une deuxième conséquence, c'est quid des anciennes pratiques, hein. C'est-à-dire que, bon, alors là, vous savez, il y a toujours une impression, c'est que quand arrive une nouvelle pratique, elle chasse les précédentes, et on sait que dans la réalité, ça ne se passe jamais comme ça, c'est qu'on empile toujours les pratiques les unes sur les autres. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une redéfinition des anciennes. Et là, on verra que c'était certainement une des questions qui était posée, et j'en arrive donc au questionnement amené à l'Observatoire, hein, une des premières grandes questions qui était comment l'Observatoire peut-il assurer un suivi du basculement des pratiques, hein, aussi bien du côté, on va dire, des opérateurs, enfin des différents types d'acteurs, hein, que ce soit les acteurs qui opèrent en quelque sorte cette organisation de la parole, que du côté
ceux qui amènent les contenus, qu'ils soient du côté des publics ou des scientifiques. Alors, par parenthèse, ce basculement des pratiques amène des questionnements. D'ailleurs, on ne traitait pas ni des métiers ni des indicateurs, mais disons que des questions sont apparues, donc je les livre comme étant des éléments à discussion pour les autres ateliers sur, par exemple, la question des nouveaux métiers qui se posait. Avec, par exemple, comment étudier, suivre ce nouveau métier que constituent les managers de communauté, comme ça a été dit, qui n'existe pas véritablement traditionnellement dans les musées, ça semble-t-il, et sauf à travers justement les services pédagogiques, mais c'est tout autre chose. Ou quels outils de mesure est-ce que l'on peut mettre en place pour justement suivre ces pratiques et suivre aussi ou évaluer ou apprécier ou mesurer la rentabilité de l'action, non seulement dans des logiques quantitatives, mais aussi, comme on est dans des basculements, c'est évidemment essentiel, pour des aspects qui sont plus qualitatifs. Alors, la question qui s'est posée, je donne un peu les points qui étaient adressés plus directement à l'Observatoire. Comment est-ce qu'on peut analyser les catégories de publics? Par exemple, on voit très bien que du coup, les publics, on ne peut plus les penser comme étant un ensemble d'individus, ce qui seraient des consommateurs, mais on ne peut plus non plus les penser comme une entité générique dans laquelle tout le monde sera à peu près pareil, public d'un musée. Mais là, on voit ce qui est, je ne sais pas toi qui va dire le contraire, mais ce qui était quand même une vue de l'esprit. Mais là, on voit très bien qu'on a des pratiques différentes, des modalités de constitution différentes. Pour donner un exemple, il était relevé un exemple tout à fait intéressant. Par exemple, est considéré comme public des gens qui ne viennent jamais au musée. Pourtant, ce sont des publics du musée. Par contre, il peut être des utilisateurs de services à distance que propose le musée, soit à travers des réseaux sociaux, soit à travers l'utilisation de services, comme je le disais. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut analyser ces différentes catégories de publics, entre ceux qui participent aux controverses, ceux qui viennent visiter le musée, ceux qui utilisent simplement les outils, et comment est-ce qu'on peut justement suivre et évaluer ces lignes de partage qui interviennent entre les différentes formes de public. Une autre question qui était posée à l'Observatoire, c'est comment, au fond, est-ce qu'on peut suivre aussi l'utilisation, les modalités d'utilisation des sites web, aussi bien du côté de l'institution que du côté des publics, parce qu'on va être toujours sur ces deux volets, pratiques. Les pratiques sont et les publics sont répartis de part et d'autre de la ligne habituelle de frontière entre l'institution et, on va dire, les usagers, pour faire simple. Alors, du coup, il y avait des sortes de questionnements qui étaient plus que des propositions, deux questionnements qui nous a semblé important de noter. C'était des questionnements au sens comment est-ce qu'on traite ces choses-là. Par exemple, la place de l'expertise qui est remise en cause par les publics. Comment est-ce qu'on peut suivre justement comment est-ce qu'on peut étudier cette modification, on va dire, de la place de l'expertise remise en cause par les publics. Et puis, un autre point qui était soulevé, et là évidemment qui pourrait être débattu, c'est un élément qui est revenu assez fortement à la fin de l'atelier sur le fait qu'il ne fallait pas oublier l'aspect économique de la chose, alors que, ce n'est pas directement dans les compétences de l'atelier que de traiter cette question-là, mais enfin, ça paraissait comme une évidence qu'il fallait le prendre en compte, et que, surtout quand il était question des sites où on a l'impression que utiliser, si vous voulez, les sites, ça simplifie la vie, ça coûte moins cher, alors qu'en réalité, il y a une compétence à payer extrêmement importante qu'il faut prendre en compte et que l'on n'est pas simplement en face d'outils qui réduiraient en quelque sorte
les coûts. Hein. Alors, il y avait aussi une attente qui a été exprimée vis-à-vis de l'Observatoire. Là aussi, ça rejoint ce que tu disais, Joël, dans ton ouverture. C'était au fond qu'il y a une forte attente vis-à-vis de l'Observatoire pour aider à un enrichissement des différents acteurs qui seront participants de l'Observatoire, les aider justement à collaborer, à décloisonner les lignes de partage habituelles, accompagner les mutations, aider à travailler ensemble, vous voyez, toutes ces choses-là. Voilà, je ne sais pas si tu avais des points que tu voulais ajouter. Oui. Voilà, ça marche au bout d'un certain temps. Oui, il y avait juste une remarque qui avait été faite que l'observatoire s'appelait l'Observatoire du patrimoine et de la culture scientifique. Donc, ne pas oublier le patrimoine. Parfois, dans des écrits, le patrimoine n'était pas noté et c'était avec des points communs, des similarités, des différences, mais à prendre en compte. Et la dernière chose qu'on n'a pas relevée au moment de notre synthèse ensemble, tous ensemble, mais qui a été positionnée aussi un petit peu comme ça à pointer, mais que je pense qu'il est important, c'est est-ce que ces changements changent la relation avec le monde scolaire, le monde éducatif? On n'a pas de réponse, mais ça a été posé comme une question et il faut qu'on travaille autour de ça. On est à un tournant, un basculement, une rupture, on ne sait pas comment le nommer, mais avec tout ça, est-ce que la relation de la culture scientifique et du patrimoine doit se repositionner, se re-questionner dans sa relation avec le monde éducatif. Autrement, je pense, en tout cas pour ma part, et j'espère que notre synthèse n'a pas dénaturé les propos de l'atelier. Donc du coup, on prend un petit temps de discussion après chaque présentation. J'avais une petite remarque aussi, j'ai trouvé intéressant parce qu'à la fois on voit que du coup dans cet atelier c'est beaucoup de questions qui amènent à modifier déjà les catégories par lesquelles on est tenté de penser le rapport au public, donc en fait c'est tout ce travail qui peut aider aussi dans l'observatoire à savoir où est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va discriminer, à quel endroit, etc. Donc ouvrir le sac à questions et ouvrir aussi les catégories habituelles. Et ce qui me frappait aussi, c'est qu'il y avait une autre chose, c'est que au moment où je suis arrivée, là, il y avait des films, les dispositifs de médiation étaient filmés. Donc on a l'impression qu'on arrive aussi à un stade où en fait on capitalise en fait les actions de médiation un peu comme des œuvres culturelles aussi. Je voulais un peu avoir votre... où ça rentre dans le patrimoine au fond. Alors, des commentaires, questions? Sinon on passe... Oui. Ah oui, à lui, tu me sollicites et je te donne la parole. Et elle va te la donner, mais tu la demandes. Juste, c'est vrai qu'après l'atelier, il y a eu beaucoup de choses sur le web et ce n'était pas notre fixation au départ. Ça a été fait un peu après dans le programme. Il y a eu des changements parce que c'était une période difficile pour avoir beaucoup d'interventions. Donc il y a effectivement le web qui est une vraie question, qui interroge le rapport au savoir, au public, ce que vous disiez. Mais on n'oublie pas aussi les questions qui demeurent et qu'on a entendues de ci, de là et qui sont présentes, de dire aussi, mais voilà, comment on va dans les territoires, la rencontre avec les publics sans passer automatiquement par le web. Vous l'avez évoqué, mais c'est vrai qu'il y a cette demande-là persistante et une nouvelle pratique, c'est on n'a pas focalisé sur tout ce qui est high-tech technologique. On sait bien que les questions, elles demeurent. Oui, le web était plus un révélateur. C'est ce qu'on trouvait intéressant dans l'atelier, des pratiques et des nouvelles pratiques. Bien. Voilà. Donc on va passer alors Eric Hellman. Donc l'atelier 3, la thématique c'était formation et emploi. Eva Maczek, qui est chargée du secteur formation à l'OCIM, l'a conçu. C'est un atelier qui était relativement dense, avec 8 ou 9 invités.
Donc ça fait quand même beaucoup de monde, mais ça avait un avantage aussi, c'est que les invités ont été poussés à vraiment synthétiser, aller à l'essentiel en une petite dizaine de minutes de prise de parole, et toujours avec beaucoup de bonne volonté, et ils ont joué le jeu. Mais du coup, ça reste quand même un exercice difficile, parce que 8 à 9 intervenants, faire une synthèse, c'est une synthèse, et puis peut-être des projections pour l'avenir, c'est peut-être un exercice un peu difficile. Cela dit, donc moi j'en suis ressorti avec une première impression. Alors oui, puis j'oublie de dire aussi que donc Eva s'intéresse et porte le secteur formation elle aussi, mais et moi de mon côté, j'étais pendant longtemps responsable d'une formation dans le métier de la culture ou la médiation, la communication scientifique à Strasbourg pendant une quinzaine d'années. Et donc nous, c'était intéressant, lorsqu'on est responsable de formation initiale ou formation continue, de voir après aussi quels sont les outils qui sont mis au point, qui sont pensés dans le secteur du recrutement, dans les structures qui reçoivent ensuite nos étudiants ou les personnels qui sont en formation continue. Donc c'était extrêmement intéressant, hein, d'un point de vue strictement même personnel, de par notre fonction première, de savoir comment ça se... qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils sont machinés, comment ils passent différents filtres jusqu'à occuper un emploi et évoluer dans leur carrière. Alors moi, la première chose qui m'a frappé, finalement après coup, c'est je comprends mieux quelle pourrait être une des fonctions essentielles de l'Observatoire à l'avenir. J'ai un peu de mal à le saisir. À quoi ça peut servir, à quoi ça peut bien servir un observatoire dans ce domaine. Et moi, je serais tenté de dire que c'est une fonction essentiellement météorologique. Si on est d'accord pour dire que la météo n'a pas vraiment une fonction prédictive, parce qu'elle échoue comme pour l'essentiel, mais que pour l'essentiel, elle nous dit le temps qu'il fait. Que la météo, elle est vraiment plutôt calée pour accompagner le temps qu'il fait. Qu'un bulletin météo, c'est sa fonction première. Enfin, là, elle y réussit, elle y parvient plutôt bien. Et je me dis peut-être que une des fonctions premières donc de cet observatoire de l'OSIM, c'est de nous accompagner ou d'accompagner tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine, de nous accompagner pour nous dire quel temps il fait dans ce champ d'activité. Nous informer, nous tenir informés des pratiques, des questionnements, des problèmes, des demandes, et d'articuler tout cela ensemble. Et au fond, ce matin, ça a été un exemple assez net. Par exemple, une partie des interventions portaient sur les référentiels métiers, et on a compris de l'intérieur, avec au moins 3 ou 4 intervenants, comment on fabrique un référentiel métier, à la fois adapté au secteur privé, les fameuses fiches ROM, qui sont produites par les pôles emploi, aujourd'hui, à la fois des référentiels de métiers, notamment dans les métiers de la fonction publique nationale, dans les muséums et autres, dans les fonctions publiques territoriales. Et on s'est rendu compte, me semble-t-il, assez vite que ces référentiels avaient des fonctions différentes. De temps en temps, ils ne servaient essentiellement qu'au recrutement. Parfois, c'est des outils qui étaient surtout utilisés pour aider, je pense au Pôle emploi, assister les conseillers à faire le lien entre la recherche, l'offre et la demande. Donc, ils avaient des fonctions tout à fait différentes, qu'ils étaient aussi fabriqués de façon différente. Souvent, on a parlé de fabrication paritaire, employé-employeur, mais moi, j'ai quand même noté l'absence de ceux qui s'occupaient de formation. Je ne sais pas si Eva a les mêmes sentiments, c'est qu'on a quand même été rarement ceux qui s'occupent de former les gens qui vont devenir des employés dans tel secteur, ne sont pas spécialement associés à la fabrication, la conception et la rénovation et les corrections et les correctifs au fur et à mesure. Donc c'était extrêmement intéressant et alors une des demandes qui a émergé, c'est même pas une question, c'est une des demandes qui a émergé concernant ces référentiels, c'était de savoir mais comment nous qui sommes sur le terrain, par exemple, on dit il y a des référentiels intéressants dans le champ de la culture, mais pas de la culture scientifique, par exemple, spécifiquement. Eh bien, comment faire pour expliciter, à cas de porte frappée, par exemple, pour rappeler qu'on a des spécificités, à qui s'adresser, comment faire exister, comment donner de la visibilité à des métiers qui nous sont familiers lorsqu'on travaille depuis 5, 10 ou 20 ans dans ce secteur, mais qui ne le sont pas nécessairement des métiers familiers à ceux qui sont en charge de la rédaction, de la conception et la rénovation, la correction de ces référentiels. Ça, c'est une première chose. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que ces référentiels qui ont pu être pensés à un moment donné pour du recrutement, au moment de la constitution ou la création
d'un CCSTI. Je pense à l'intervention de Philippe de Pachter, par exemple, qui nous a rappelé que le référentiel qui a été construit ou conçu à un moment donné répondait à un besoin précis, on va dire, je simplifie, sur le recrutement, mais qui finalement, au bout du compte, ça a servi à la fois sur le long terme comme un outil de ressources humaines, de gestion, on a parlé de ressources humaines et de management, même si j'aime pas tellement ce terme, et du coup non seulement dans un cadre local, mais aussi de tisser des relations avec d'autres acteurs locaux, essentiellement là c'était la région Rhône-Alpes, et de s'interroger, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi un référentiel métier, de compétences plus précisément, qui pourrait être utile, qui pourrait être partagé, qui pourrait être discuté, débattu avec d'autres acteurs dans d'autres régions en particulier. Et puis notamment, je pense aussi, toujours dans cette idée de trouver des modalités de dialogue entre structures, aussi une rapide intervention d'un collègue qui m'excusera, donc je n'ai pas retenu le nom, mais en tout cas l'accent qui était manifestement un cousin québécois, et qui nous rappelait justement en termes de dialogue entre des acteurs privés, des acteurs publics, entre des acteurs... c'est vrai qu'en plus, nous en France, on a un millefeuille territorial, on a de multiples fonctions publiques territoriales, mais de rappeler que le Québec, par exemple, avait une expérience intéressante, une sorte de conseil qui a permis en fait justement d'être une instance de dialogue entre des concepteurs de référentiels métiers et de compétences pour voir qu'est-ce qu'ils avaient à faire ensemble, qu'est-ce qu'ils avaient à se dire. Donc des instances de dialogue, des instances de dialogue alors, qui n'existent pas à ma connaissance en France et qui sont peut-être à inventer. Et alors, je ne dis pas, là encore, je répète, la fonction première de l'OCIM ne serait peut-être pas de l'inventer, mais de dire, par exemple, que ça serait bien que quelqu'un s'en charge et de faire en sorte que cette demande, ce questionnement puisse émerger à un moment ou à un autre. Donc voilà, ce qui était intéressant aussi, me semble-t-il, donc c'est vrai que ça occupait beaucoup de notre attention, cette question des référentiels de compétences, mais c'était aussi de montrer que les compétences ne sont pas les seuls éléments qui sont à mettre en avant. Il a été question aussi de référentiels qui font moins état des compétences mais des fonctions. En fait, il y a aussi une grande diversité d'approches de ces questions de formation et d'emploi. Il a été question aussi d'une grande diversité de situations selon les secteurs. Et on a eu un coup de zoom notamment dans le champ de l'astronomie et on a insisté sur la question de l'utilité de ces référentiels, sachant qu'une grande partie des emplois sont des emplois qui sont précaires, que la question des carrières, de la progression de l'emploi dans ces structures est loin d'être aboutie. Donc ça nous a permis de voir et de penser des choses, à mon avis, extrêmement importantes. Et une des questions notamment est de savoir comment, alors du coup là je reviens à nos fonctions, enfin ceux qui sont en charge de formation, c'est comment aussi intégrer cette réalité-là des conditions de recrutement dans nos offres de formation, comment adapter nos offres de formation, comment répondre à des offres de formation en termes de compétences à acquérir, de savoir et de savoir-faire à acquérir, et faire en sorte qu'il y ait le moins d'écart possible entre des attentes potentielles d'un marché de l'emploi et une offre de formation dont un intervenant a dressé dans un premier temps le panorama, qui est très varié, très diversifié, avec des niveaux d'études et de compétences très diverses. Voilà, moi ce que j'en ai retenu essentiellement, c'est une demande. Alors, je n'ai pas listé toutes les questions, ça me paraît un peu délicat de le faire aussi vite, mais une demande de l'observatoire pour se faire l'écho de toutes ces questions-là, de les diffuser, à la fois de les faire connaître, de les diffuser, de faire partager et de faire remonter, le cas échéant, ces questions-là aux acteurs compétents, susceptibles d'apporter des réponses. Merci. Merci. Peut-être Eva, je vais te donner la parole. Je me disais, vous disiez aussi, il y a une chose qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que vous disiez qu'il y avait un besoin aussi de données chiffrées
Et j'étais frappée parce que dans l'atelier indicateur, il y avait par contre l'expression d'une surcharge de chiffres à fournir et que dans l'atelier emploi, il y avait un besoin. Et là, on voit clairement que selon que c'est quelque chose qui est subi ou quelque chose qui est ressenti comme un besoin, la situation est complètement différente. Tiens, donc tu appuies et je te... Ouais. Alors tout à fait, l'atelier a démontré qu'aujourd'hui, on ne dispose pas de données concernant l'emploi, plus spécifiquement dans la culture scientifique et technique. Donc effectivement, il y avait Isabelle Mathieu qui a intervenu et qui a parlé un petit peu de ses recherches elle va finaliser par sa thèse la semaine prochaine. Mais si vous voulez, on n'a aucune donnée qui permette de nous situer tant. Dans les données des DEPS, effectivement, on parle très généralement de culture, alors on parle à la fois des secteurs artistiques, etc. Mais tout ce qui est effectivement le champ de la culture scientifique champ de culture scientifique et technique n'apparaît pas. Donc ça, c'était peut-être un élément. Un autre élément peut-être qui était aussi important, et c'était aussi, j'avais l'impression quand même qu'il y avait ce besoin de cartographie à la fois des métiers et des compétences, mais sans aller trop loin dans la sectorisation. Plus on va spécifier et sectorier, plus on va avoir peut-être moins de force et de visibilité à l'extérieur. Donc, on s'est rendu compte que par moment, il y avait certains chiffres qui ont été cités, mais finalement, on n'arrive pas à les situer dans une globalité beaucoup plus large pour voir ce que cela représente, effectivement. Voilà. Donc voilà, on prend un petit temps donc, pour discuter de tout ce qui vient d'être dit sur la formation. Donc, bon, Florence. Ouais. J'ai donné à quelqu'un. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est toujours impressionnant ces micros, mais ouais. Et c'est quelqu'un qui juste, je réagis parce que j'aime bien cette métaphore de la station météorologique parce que quelque part, voilà, ça dit le temps qu'il fera demain avec des procédés scientifiques. C'est pas Dieu, c'est pas on va pas décider du temps. On peut au moins dire le temps qu'il fera. Et après, aux gens de voir comment ils s'habillent le lendemain. Est-ce qu'ils prennent ça en considération ou pas? Donc je trouve que c'est pas mal comme métaphore. Par rapport à ce que je disais dans ce que vous dites, deux choses. Effectivement, je pense qu'un observatoire, comme l'ont montré les autres observatoires, c'est justement sont des dispositifs de l'articulation et du dialogue. Et je pense que là, vous aviez préparé ensemble, Eric et Eva, une belle table ronde où il y avait toute la brochette de la formation à l'emploi, avec des gens qui représentaient des traditions professionnelles différentes. Et alors bien sûr, ce matin, tout n'a pas pu être élucidé, etc. Mais déjà, je pense que c'est important, et vous l'avez indiqué, d'avoir une instance où on peut discuter de tout ça. Et je pense que l'observatoire, c'est ce que je disais hier, et ça conforte quand même quelque part, de dire aussi on est un lieu où on fait parler les gens, on les met ensemble, on est là pour l'articulation. Toutefois, on ne joue pas le rôle non plus de lobbying en disant, voilà, on fait remonter les questions, on les dévoile, comme vous dites, on indique le temps, mais notre souhait n'est pas de se substituer aux acteurs. S'il y a un lobbying à faire de reconnaissance, il avait été évoqué la question des salaires aussi, je crois, qui est importante. Voilà, là après, c'est chacun se fait sien de ce qu'on pourra, je l'espère, montrer avec vous tous, et après... aux acteurs, aux fédérations d'acteurs de faire l'action de lobbying. Oui, alors Eric et après Anne, donc vas-y, je t'ai pas coupé la parole, je crois, si, ouais, décidément. Non, c'est incroyable, j'arrive pas à voir celui-là Non, mais en fait, c'est comme, tu vois, c'est comme sur les... Merci, c'est bon. Voilà. Non, mais je crois que c'est... Exactement en face. Je crois qu'effectivement, par exemple, c'était Isabelle Mathieu nous avait a évoqué une sorte de bourse à l'emploi dans le champ culturel, Cortex. Une des fonctions, peut-être, une bourse à l'information, une bourse un endroit où on peut débattre, discuter. Je ne pensais pas l'observatoire comme un lieu de lobbying, mais plutôt un lieu vraiment d'échange et de dialogue.
chaque année, là il y a quatre belles thématiques qui ont été pensées cette année. On pourrait se dire, très rapidement, il faut peut-être creuser une de ces quatre et faire vraiment un rapport écrit avec en pointant des questions, des problèmes, des solutions qui ont pu être apportées à tel endroit et qui pourraient inspirer d'autres acteurs à tel autre. Je pense qu'il y a vraiment des choses à bâtir ensemble. Et je suis sûr que chacun de ceux qui ont participé, toutes celles qui ont participé, ou ceux qui ont participé à la table ronde ce matin, ont appris des choses des uns des autres. Il y a eu parfois des prises de position assez vigoureuses, mais qui en partie s'expliquaient par, à mon avis, par de la compréhension, de la méconnaissance ou de l'ignorance de ce que sont les uns et les autres. Or, précisément, ce genre de rencontre ça peut être sa vertu de rappeler que le pôle emploi, sa fonction, c'est ça, son référentiel, il sert à ça, et que la fonction d'un directeur de CSSD, c'est ça, et que s'il s'étonne, eh bien, faisons-les se rencontrer et travailler ensemble, essayons de rapprocher les points de vue, de comprendre, etc. Donc moi je trouve qu'une sorte de bourse d'échange, de points de vue, d'idées, un lieu de dialogue, mais surtout pas effectivement un lieu de lobbying. Ça sert vraiment plomber l'observatoire avant même qu'il ne soit né. J'anticipe, parce qu'en plus ça fait du bruit, donc tout le monde sait que je suis en train de... Je veux te rassurer, Joël, j'ai jonglé avec ça ce matin et je me suis arraché les cheveux et je remercie encore Cécile qui est venue m'aider pour pouvoir gérer ça. Juste pour rebondir à quelque chose qui a été dit hier, on est en train de vivre un changement de génération et voir sortir et arriver dans le milieu professionnel des jeunes qui ont bénéficier des formations montées par les pères fondateurs. Et moi, je voudrais remercier les pères fondateurs parce que les professionnels qui arrivent à des postes de responsabilité ou à des articulations, à des postes clés, vraiment qui sont à une articulation, apportent une nouvelle vision, une nouvelle dynamique au champ de la culture scientifique et du patrimoine. Et je tiens à vous en remercier parce que je travaille et je souhaite travailler encore plus avec eux au quotidien.